Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous vous êtes sûrement déjà interrogé sur votre manière d'être en relation avec les autres, mais aussi en relation avec vous-même et avec tout ce qui vous entoure. Notre invitée, Julie Delias, accompagnante et formatrice en Ayurveda, considère que l'Ayurveda n'est pas seulement une médecine ou un art de vivre, mais aussi un art relationnel. Un art qui pacifie et harmonise nos interactions permanentes avec tout ce qui est autour de nous. Bonne écoute! Bonjour Julie. Bonjour Lorraine. Coucou Julie. Coucou Nathalie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Julie, tu es praticienne et formatrice en Ayurveda et tu te définis aussi comme une amoureuse de la vie et gardienne du vivant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours en quelques mots? Avec plaisir. Alors en quelques mots, pour être très résumée, j'ai toujours été amoureuse de la vie et notamment de la nature. J'ai toujours vu à quel point j'étais touchée par la beauté et comment elle nourrissait mon cœur. Ce qui m'a évidemment amenée à la question du sens de la vie très rapidement, qui a été en fait et qui est toujours le fil rouge dans mon quotidien, dans mes décisions. Et puis, évidemment que cette notion du sens m'a amenée à me faire moi-même accompagner pour aller rencontrer le yoga, et notamment le Vini Yoga, donc vraiment un yoga plus individuel. Et le Vini Yoga m'a amenée à l'Ayurveda. Et puis, la première rencontre avec l'Ayurveda, ça a été la nourriture. Et ça a eu un impact énorme, en fait, dans ma vie, hein, déjà juste pour moi-même. Ça m'a vraiment permis, en fait, de sentir que on pouvait être nourri au-delà simplement du corps et qu'il y avait vraiment une possibilité d'être nourri à différents endroits de nous-mêmes et sous différents aspects. Et ça, bien sûr, ça a ouvert la porte d'une exploration intérieure encore plus profonde, ce qui m'a ensuite guidée en Inde. En fait, en 2015, j'ai eu un appel, il fallait que j'aille en Inde. Alors, je ne savais pas pourquoi faire. Et finalement, je me suis retrouvée à faire un panchakarma pendant 2 semaines où j'ai pleuré jour et nuit. Enfin, c'était très intense. Et en même temps, ça m'a permis d'avoir une clairvoyance sur ce que j'avais à offrir au monde, qui était justement cet art de l'Ayurveda et du yoga. Donc à partir de là, je suis rentrée en France et je me suis formée durant 4 ans en Ayurveda. Donc en France, moi, j'avais vraiment à cœur de pratiquer un Ayurveda français. Donc je voulais vraiment être formée en France et je suis quand même partie en Inde pour apprendre plutôt l'aspect corporel, donc toute la partie des massages. Ce qui m'a permis aussi ensuite d'aller travailler dans la même clinique où j'avais été formée pour pour être assistante en fait de Panchakarma pendant plusieurs mois. Ce qui m'a permis en fait, pareil, de voir des protocoles complets et surtout de voir leurs effets sur les personnes qui étaient présentes. Et là, mon cœur s'est tellement ouvert que quand je suis rentrée en France, j'ai eu envie encore d'aller plus loin dans cette pratique et dans cette transmission de l'Ayurveda. Et donc, à partir de là, j'ai continué en fait à me former, mais plutôt dans des spécialités et notamment celle des cycles, de l'impact des cycles dans nos vies. Et puis, j'ai complété aussi avec une formation de symptothermie.
Donc vraiment, en fait, dans une gestion autonome de la fertilité et pour vraiment, en fait, là aussi, revenir à ce lien, du vivant et de la vie en nous et du coup, pareil, à cette notion, d'être cyclique et l'importance de l'écouter. Donc voilà, tout évidemment que, les formations qui sont arrivées au fur et à mesure, correspondent aussi à mon propre cheminement, à mes propres évolutions et voilà, ça m'a permis de rencontrer l'Ayurveda, grâce à une transmission, par divers enseignants et en même temps de pouvoir vraiment m'approprier, ma pratique de l'Ayurveda au travers de mon expérience concrète, quotidienne et voilà. Mmh. Quel beau parcours! On sent qu'il y a beaucoup d'amour, dans le parcours que tu as fait et puis que voilà, tu te laisses guider au fil, de ce que tu ressens qui est bon pour toi et donc c'est ce qui t'amène à découvrir de nouvelles choses et à renforcer ce lien dont tu parlais. Et pour cet épisode, c'est toi qui nous as contactés en nous proposant, voilà de parler de l'art relationnel et peut-être que tu peux commencer par définir ce que c'est pour toi l'art relationnel. Qu'est-ce que ça veut dire ça, cette expression, l'art relationnel? Alors en fait, cette expression, elle est partie de la construction de ma pratique d'Ayurveda. C'est-à-dire que, ce qui m'a vraiment touchée quand on m'a défini l'Ayurveda, c'était vraiment, cette connaissance de la vie et je me suis dit: «Waouh, en fait, cette connaissance de la vie» donc je suis aussi une amoureuse des mots et notamment de la langue des oiseaux et dans cette résonance, en fait, de la connaissance, j'ai vraiment entendu l'opportunité de se connaître. C'est-à-dire de naître à nouveau en étant sa propre coéquipière, son propre coéquipier de vie pour pouvoir, en fait, s'ouvrir à enfin, c'est s'ouvrir à soi et se donner naissance par nous-mêmes, en fait. Donc ça a été, ouais, une forme de révélation pour moi aussi de rencontrer l'Ayurveda et de la rencontrer par ce biais-là, par cette connaissance de la vie. Ce qui m'a ensuite évidemment amenée à me demander: «Mais qu'est-ce que la vie, en fait? Qu'est-ce que signifie être vivante? Qu'est-ce que ça signifie d'être vivant? Qu'est-ce que la vie?» Et au fur et à mesure, pareil, voilà, des rencontres, de mes enseignements, de mon propre cheminement et cetera, est venu en fait le constat que la vie est relation, que tout est relation, que nous sommes en fait en relation constante avec soi, avec tout ce qui nous entoure, avec tout ce qui circule à l'intérieur de nous, et que nous sommes tout le temps en fait dans un lien dynamique puisque la vie est mouvement et lorsque la vie s'arrête, il n'y a plus de mouvement, donc il n'y a plus de relation. Donc à partir de là, je me suis vraiment, penchée sur cette exploration-là et me dire: «Ah oui, mais attends, moi, comment est-ce que je relationne avec la vie, en fait? Comment est-ce que je relationne avec la vie au quotidien? Et puis, dans ma relation à la vie, ben, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'effet, en fait, de cette relation, que j'ai avec la vie qui m'entoure?» Et de là est venue un peu une page blanche, en fait, dans ma pratique d'Ayurveda, puisqu'à ce moment-là, je me suis dit: «Attends, en fait, pour moi, l'Ayurveda, c'est bien plus qu'une médecine, c'est bien plus qu'un art de vivre, c'est vraiment, en fait, un art relationnel». C'est-à-dire une opportunité d'apprendre, heu, à relationner avec soi et avec tout ce qui nous entoure, puisque finalement tout est relation, tout le temps, tout au long de notre vie. Et comment on fait concrètement? Comment l'Ayurveda nous accompagne dans cet, art relationnel? Concrètement, est-ce que ça nous donne des clés, des outils? Est-ce qu'on sait automatiquement? Est-ce que c'est inné? On sait vers quoi aller ou est-ce qu'on l'apprend? Alors, je te dirais qu'on l'apprend, qu'on la désapprend, qu'on se laisse guider, et qu'en même temps on décide. Donc il y a pour moi là aussi en fait l'expérience de qu'est-ce qu'être vivant
et justement, l'opportunité de définir qu'est-ce que c'est relationner avec soi. Donc pour moi, en fait, on apprend à relationner avec soi au travers justement de, de comment, en fait, on s'écoute, de l'écoute à soi, de la présence à soi, du pourquoi de nos décisions, hem et en même temps de notre ouverture à ce qui se présente spontanément et naturellement. C'est aussi en fait, une observation. Si, vraiment pour moi on devait définir que le comment, pour moi, ce serait vraiment revenir simplement déjà à une observation. Une observation qui amène à une écoute, qui amène à une présence. Et cette observation, évidemment, elle est, construite par, plein de grilles de lecture, hein, des grilles de lecture qui nous sont transmises et qu'on s'approprie là aussi au fur et à mesure de nos situations, nos expériences, de nos rencontres. Hem, donc c'est tout un cheminement, il y a pas vraiment enfin, il y a pas, comment dire? De choses toutes faites pour relationner avec soi. Il y a pas un mode d'emploi, tout tracé. Exact. C'est exactement ça, ouais, il y a pas de mode d'emploi et toute la beauté de l'Ayurveda aussi réside pour moi ici, c'est-à-dire que, elle est l'opportunité de vraiment mettre en valeur, qui nous sommes individuellement dans notre unicité et donc à partir de là, ma relation à moi-même et à ce qui m'entoure, elle est unique et comment est-ce que je m'ouvre à ça? Comment est-ce que je m'ouvre à ces interactions que j'ai avec, les oiseaux, avec les arbres, avec les gens qui m'entourent? Et comment est-ce qu'au fur et à mesure, voilà, du temps, de mes expériences, de mon écoute intérieure et de la présence à moi, j'arrive en fait à trouver un équilibre et à me laisser, aller dans le respect de qui je suis dans mon unicité aussi au travers de cette relation. Mmh. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a comme une étape préalable à tout ça, à développer cette relation à soi et aux autres, qui est de se rendre compte qu'à un moment, il y a peut-être un lien qui a été, rompu, tu vois? Avec soi ou avec le contact avec la nature, comme tu parles des oiseaux, de la nature et cetera. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et selon toi, quelles sont les choses qui font qu'à un moment donné, on se trouve avec un lien rompu à soi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'adore cette question et Peut-être dans j'ai ton expérience personnelle ou dans ce que tu rencontres avec, les personnes que tu accompagnes, qu'est-ce que tu ressens de ça? ouais, bah, écoute, ce que je ressens de ça, c'est que, déjà pour moi la rupture, elle est, en lien avec, notre vraie nature, c'est-à-dire que nous sommes des êtres cycliques et pour moi, j'ai vraiment observé déjà pour moi-même, hein et effectivement pour chaque personne qui vient vers moi, qui a vraiment une rupture en fait avec, cette nature cyclique. Ce qui nous coupe en fait de, la relation avec, ce qui nous entoure. Donc pour moi, dans cette rupture cyclique de notre, nature cyclique, il y a du coup une rupture avec, notre rythme intérieur, avec, l'écoute de nos besoins, avec, le respect de nos envies, avec, le respect des saisons, de la nature. Donc aussi bien finalement sur un plan alimentaire que sur un plan hygiène de vie, on nous demande et moi j'ai vu au travers de mon propre cheminement, à quel point j'essayais de correspondre en fait à une société qui nous demande d'être linéaire, c'est-à-dire de produire une énergie qui est constante tout au long de l'année, pour, faire, pour produire en fait, hein, tout simplement et comment ça, ça crée un point de rupture en fait avec le lien à soi. Hem et je vois bien que toutes les personnes qui viennent à moi, elles ont été et sont encore dans cette rupture, de lien à elles-mêmes parce que justement, il y a un endroit où elles ont, elles aussi, essayé de correspondre à des conditionnements, à des injonctions finalement que la société, voilà, nous a, transmises. Et que, les transgénérationnels aussi nous a transmis et
que notre propre observation et selon évidemment, ce qu'on a à vivre dans notre propre évolution, nous a amené, bah, oui, en fait, à être en rupture de lien profond avec soi et donc en rupture avec, ce qui nous entoure. Et qu'on voit bien que l'hiver, par exemple, on ne peut pas produire la même énergie, on n'a pas la même énergie. C'est pas la même énergie qui circule à l'intérieur de nous qu'en ce moment, entre la transition printemps-été où il fait beau et les fleurs ont poussé, quoi. Après, tu dois souvent avoir la remarque, et en tout cas nous on l'a souvent, c'est comment respecter cette cyclicité dans notre société justement. Mmh. Parce que, bah, clairement, bah, une personne qui, travaille dans une entreprise ou même une infirmière, ne va déjà pas pouvoir respecter le cycle de la journée, par exemple, et de la nuit. Donc, comment faire pour quand même garder, ce lien de relation à soi, malgré ce que peut nous imposer la société? Bah, là aussi, hein, il y a pas de évidemment de réponse toute faite, hem et pour moi, déjà la première réponse, c'est de vraiment rester, à l'écoute de ce qui se vit à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, déjà avoir la conscience: «OK, en fait, je ne peux pas, dans mon contexte de vie, respecter effectivement, cette cyclicité et peut-être ce besoin même de revenir à mes cycles». Et juste de s'ouvrir à la possibilité de créer des espaces, à certains moments dans notre quotidien, hem, pour retrouver, ne serait-ce déjà que la cyclicité de notre respiration. Et déjà juste ça, ça permet de rétablir finalement à ce qui me semble être, le pont principal, des cycles, la respiration, puisqu'il existe évidemment la respiration intérieure avec notre propre cycle respiratoire qui, au fur et à mesure de notre connexion à ce cycle respiratoire, nous permet aussi d'être en connexion avec, cette respiration qui est universelle et donc se relier, petit à petit au-delà d'un contexte de vie, d'un environnement de vie, d'enjeux de vie, de se relier à une respiration qui est beaucoup plus grande et qui est tout le temps en fait dans une contraction, dilatation, hem, qui correspond au mouvement qu'on appelle le Spanda, qui est vraiment cette respiration, universelle à laquelle je me relie lorsque je rentre moi-même dans cette, écoute de ma respiration, naturelle. Et pour moi déjà de renouer avec le cycle, ça peut commencer par là et ça c'est accessible, même 30 secondes et même peut-être juste, dire: «OK, vas-y, je fais une pause, je vais aux toilettes, je m'enferme 2 minutes dans les toilettes, je fais 3 grandes respirations» et déjà juste là, ça renoue avec quelque chose de d'un cycle qui est tout le temps présent et qui finalement, ben, impulse la vie à l'intérieur de nous. Ça peut être une première piste et après évidemment c'est, quelle est ma possibilité de créer des espaces peut-être, un petit moment le soir, peut-être un petit moment le matin, peut-être dans le week-end. Hem, Après c'est vraiment à co-créer effectivement avec chaque personne en fonction de ce qu'elle vit et de sa capacité aussi à reconnaître les possibles pour elle. Heu, Néanmoins, je suis quand même persuadée et intimement persuadée, heu et j'ai vu même dans les personnes que j'ai pu accompagner qui avaient effectivement des contextes de vie extrêmement compliqués, on est toujours arrivé à trouver des espaces, hem, pour renouer, avec la vie, avec le lien à la vie, tout en étant, en répondant quand même à, bah, voilà, à ce contexte dans lesquels, elles étaient, embarquées, quoi. Mmh. Ouais, donc développer, la conscience des cycles pour toi, c'est et puis la respiration, c'est un outil important pour se relier à soi. Est-ce que, l'alimentation pour toi aussi, ce serait un outil qui permet de développer cet art relationnel, cette relation à soi? Carrément. Alors, l'alimentation est un gros sujet pour moi.
Parce que j'ai commencé ma pratique d'Ayurveda, en étant cuisinière ayurvédique pour, des groupes de yoga, j'ai animé beaucoup d'ateliers de cuisine, hem et j'ai vu à quel point la cuisine est un lieu de confidence, d'intimité, à quel point les personnes venaient spontanément, naturellement à côté de moi pour se confier, finalement, au travers de la préparation des repas et j'ai fait beaucoup de recherches sur qu'est-ce que ça veut dire manger, qu'est-ce que ça veut dire digérer, qu'est-ce que ça veut dire, se nourrir et évidemment, ce qui ressort aujourd'hui dans mes recherches, dans ma pratique, dans mes expériences pour moi-même et finalement pour toutes les personnes qui sont venues vers moi aussi pour, des problèmes alimentaires, hein, ou en tout cas une curiosité de qu'est-ce que ça veut dire, bien manger? Qu'est-ce que ça veut dire, bien se nourrir? Qu'est-ce qui est bon pour moi ou pas? Comment est-ce que j'adapte, mon alimentation? J'ai vu qu'en fait l'alimentation physique est complètement insuffisante et voire même, n'est même pas prioritaire en fait et aujourd'hui moi je parle beaucoup des nourritures du cœur, parce que lorsque, lorsqu'on rencontre en fait, des questionnements sur notre alimentation, pour moi ça ouvre forcément sur un questionnement de: «Comment est-ce que je me nourris?» et est-ce que je suis suffisamment nourrie avec, ce que je m'offre comme nourriture? Et souvent, quand il y a ce questionnement, c'est qu'évidemment, il y a quelque chose dans notre alimentation qui n'est pas suffisant ou alors qui n'est pas complètement adapté et qui amène pour moi à ce questionnement de: «OK, en fait, quels sont les aspects de moi qui ne sont pas suffisamment nourris, qui m'amènent à des troubles alimentaires?» Aussi bien en excès que, peut-être, voilà, peu importe les extrêmes, mais peut-être déjà simplement dans une perte de repères, dans une difficulté à vraiment, savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, à passer, d'un régime à un autre, à passer du cru au cuit, à passer des jus au jeûne. Voilà et du coup se perdre complètement dans toutes ces questions de l'alimentation parce qu'en fait, ce lien à soi n'est pas établi complètement et ce qui amène, pour moi à vraiment ce questionnement de, est-ce que tous les aspects de moi-même sont nourris? Est-ce que mon cœur est nourri? Et là souvent, ben, en fait la réponse elle est non. Parce que bien sûr on nous dit: «Voilà, manger c'est vital» et c'est une réalité, sauf qu'en fait c'est insuffisant et manger, ça veut vraiment dire en fait, se nourrir et on voit bien que notre, magnifique langue française est pleine d'expressions qui tournent autour de se nourrir, de l'alimentation. «Je suis pas dans mon assiette», «Ah ça c'était tellement beau, je me sens nourrie de ce que j'ai vu» et ça parle à quel point, bah, en fait notre alimentation elle est bien plus que ce qu'il y a dans notre assiette. Donc c'est essentiel, là aussi, pour moi, dans ce lien à soi, de se poser la question des nourritures du cœur. Qu'est-ce qui nourrit mon cœur, en fait? Et de s'ouvrir, en fait, à ces différents aspects de soi et du coup, aux différentes nourritures qui correspondent à ces différents aspects. Donc évidemment, l'alimentation, enfin, c'est un pilier, quoi, c'est clair. Et alors, c'est quoi la prochaine étape une fois qu'on a remarqué justement que ce lien à l'alimentation dit quelque chose sur le lien qu'on a sur la relation qu'on a à soi? Comment est-ce qu'on peut faire grandir cette relation à soi à travers l'alimentation? Et ben, c'est là où moi j'adore, intégrer, bah, le concept des gunas. C'est donc, le concept en fait des qualités. Donc c'est revenir pour moi en fait à aux adjectifs, qu'on utilise pour décrire l'alimentation. Donc OK, je mange. Qu'est-ce que j'aime manger? Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'aime dans ce que je mange? Est-ce que,
voilà, quel type d'aliment, quel type de goût, quel type de combinaison alimentaire. Hem Et pour moi, cette réflexion-là, elle amène justement forcément un lien à soi, puisque ça amène à se poser la question de qu'est-ce que j'aime vraiment et de comment est-ce que je choisis ce que je mange. Et pour moi, encore une fois, dans mes accompagnements et en tout cas dans moi-même dans ma propre expérience quotidienne, il y a plein de moments où je constate que la texture est plus importante que le contenu. Parce que la texture vient directement parler aussi à l'émotionnel et donc permet de retrouver un lien à soi aussi au travers de nos émotions. Ce qui permet aussi d'ouvrir la porte du pont entre les émotions et l'alimentation, et donc voilà, de s'ouvrir, à di justement à ces différents aspects de soi, au travers en fait d'une observation encore une fois de ma nourriture et de qu'est-ce que je mets dans mon assiette, de quoi ça se compose et comment est-ce que je le qualifie, et est-ce que du coup ces qualifications elles se répètent? Est-ce que, je suis attirée par les mêmes goûts? Est-ce que c'est cyclique? Est-ce que c'est en fonction de comment je me sens? Est-ce que c'est, est-ce qu'il y a des textures vers lesquelles je vais spontanément, dans certains états? C'est-à-dire que quand je me sens comme ça, j'ai plus envie de manger, peut-être de l'onctuosité ou alors là, en ce moment, voilà, je me sens un peu lourde, peut-être, j'ai plus envie de quelque chose de léger et donc d'aller plutôt vers des jus. Voilà, c'est toute cette, c'est un peu comme si on devenait, moi j'aime bien dire qu'il y a une possibilité de devenir un peu Sherlock Holmes, c'est-à-dire d'être un peu dans une enquête, et non pas vraiment une analyse, mais plutôt une observation de: «Ah ouais, en fait, mon assiette, elle se compose souvent de ça. Ah ouais, mais parce qu'en fait, j'aime bien le moelleux et un peu le croustillant». Et puis, voilà, à partir de là, ça crée un lien avec soi et ça permet de se rendre compte de qu'est-ce qui nous nourrit vraiment ou alors au contraire de se rendre compte de là, dans cet aspect de mon alimentation, en fait, ça répond vraiment à une blessure ou à un état émotionnel qui a besoin d'être soutenu. Puisque de toute façon, après, il y a aussi le lien hormonal, mais ouais, il y a, voilà, pour moi, ça passe par vraiment cette observation des gunas que moi j'utilise, non-stop, en fait. Donc voilà, je transmets pas vraiment, comme, nous on peut l'apprendre avec, ces 20 qualités. Par contre, j'explique toujours, cette notion d'opposé et que, le même augmente le même et que l'opposé réduit. Parce que ça, je trouve que ça ramène vraiment à du bon sens et que c'est accessible à vraiment à tout le monde, en fait. Donc l'idée en fait pour, vraiment, pratiquer cet art relationnel, relationner avec soi, c'est vraiment de se poser, de s'interroger, sur soi, sur ses envies, ses besoins et puis, de ce qu'on met dans nos assiettes par exemple. Là, tu as pris l'exemple de l'alimentation, mais aussi dans notre quotidien, au final, dans notre mode de vie. On a peut-être, beaucoup de choses qu'on fait par habitude et à partir du moment où on se demande si finalement ça augmente, notre, enfin, ça favorise la relation à nous-mêmes, bah, on n'a peut-être pas la réponse, ou en tout cas la réponse n'est pas toujours positive. Comment on se comment on développe en fait cette relation à soi-même à travers notre, façon de vivre, à travers notre mode de vie? On la développe par l'écoute et l'écoute, est un gros challenge, je pense, pour nous parce que, ben, il y a peut-être eu des moments dans nos vies où justement on n'a pas été écoutés, on n'a pas été écoutés comme on aurait besoin. Hem, on nous a pas appris à écouter et pour moi la clé c'est vraiment l'écoute. Et cette écoute, elle se cultive, elle s'apprivoise, c'est une rencontre aussi l'écoute. C'est une rencontre de: «Ah en fait, il y a pas que la voix de ma tête.
il y a une autre voix, il y a une voix corporelle, il y a une voix du cœur, il y a une voix des sens et que, cette voix, elle est, beaucoup plus fine que la voix de la tête et qu'elle demande en fait, de s'ouvrir à sa sensibilité et de s'ouvrir et à une écoute, intérieure pour ensuite pouvoir mieux écouter l'extérieur. Hem, ou alors écouter l'extérieur, pour aussi venir, écouter l'intérieur. Ça va dépendre justement de nos sensibilités et de notre ouverture à notre sensibilité. Pour moi, c'est vraiment lié, c'est les la notion d'écoute est vraiment liée, en fait, à la sensibilité et peut-être déjà juste de s'ouvrir à l'écoute de, qu'est-ce qui nous arrive dans notre vie? Quelles sont, les situations qui se présentent, les rencontres? Qu'est-ce que je vis au travers de mes différentes relations? Et qu'est-ce que ça dit de moi? Donc à partir de là, rentrer dans une écoute de qu'est-ce que ça dit de moi, sur qui je suis et ensuite peut-être venir, en tout cas, faire le choix de dire: «Ah, peut-être, c'est le moment pour moi d'aller écouter, ce que ça dit de moi et ce que ça révèle de qui je suis» et de s'ouvrir à, voilà, à cette voix. Ou alors, simplement de poser une intention et de se dire: «OK, il existe une voix à l'intérieur et de temps en temps, bah, je la vis, je l'aperçois, je l'expérimente au travers d'intuitions. Ah ouais, là, on m'a parlé de ça et je sais pas, j'ai eu l'envie de venir, donc je me suis inscrite» et ça, c'est vraiment le la voix de l'intérieur. C'est vraiment la voix du cœur, l'intuition et voilà, ça a pas nécessité de se poser ou de rentrer dans une grande analyse, mais ça a simplement, hem, nécessité, en fait, de se laisser toucher et d'écouter ce moment où je me suis laissée toucher et de dire: «Ah ouais, ça me parle, j'y vais». Donc il y a plein de manières pour moi de rencontrer l'écoute. En tout cas, l'écoute, c'est vraiment la clé. Pour moi, Ouais, hein. Ouais. il y a un petit frein à ça ou un gros frein à ça que je rencontre souvent, chez les personnes que j'accompagne, c'est le temps. C'est en fait, tu sais, pour, entrer en relation, que ce soit avec soi ou avec quelqu'un d'autre, bah, faut être, disponible en fait, avoir du temps à passer avec soi ou avec l'autre et ce que je rencontre très souvent en termes de frein chez les personnes que j'accompagne, c'est: «Mais tu sais, moi j'ai pas le temps de m'écouter parce qu'en fait, je suis trop préoccupée par ma vie, "moderne" entre guillemets ou par la famille ou par les enfants». Est-ce que tu as des petites, astuces comme ça pour, bah, justement se dégager du temps pour être plus disponible pour entrer en relation avec soi ou avec l'autre? Évidemment que cette notion du temps, c'est clair, hein. Moi aussi, le nombre de fois, voilà, où on me dit: «Bah non, j'ai pas le temps», et c'est vrai, en fait, il y a quelque part, là aussi la nécessité de reconnaître que, on nous a appris une relation au temps et que, bah, dans cette relation au temps, il y a une limitation puisque en fait, on va considérer que le temps, c'est ça. Donc on a une programmation sur qu'est-ce que c'est la notion de temps et dans cette programmation, il y a évidemment des limitations de qu'est-ce que c'est la notion de temps et donc ça crée des barrages. Ça crée des barrières à justement la possibilité de créer de nouveaux espaces et de nouveaux espaces-temps, pour soi, pour son écoute et pour, voilà, pour être en lien avec soi. Donc l'idée pour moi de cette notion de temps, c'est déjà de regarder ça. OK, en fait, quelle est ma relation au temps? Est-ce que je suis tout le temps en train de me dire: «J'ai pas le temps, je suis submergée, j'ai pas le temps parce que j'ai vraiment plein de trucs à faire et que si je les fais pas, ben, en fait, voilà» et c pour moi, ça révèle 2 choses. Ça révèle déjà une question des priorités, hem et puis aussi, du coup, la question de, comment, au travers de, mes propres, croyances limitantes de «j'ai pas le temps», bah, en fait, ça crée une réalité où finalement tu as jamais le temps. Puisque la pensée est créatrice, donc si dans la journée, je me répète 10 fois: «J'ai pas le temps»,
bah, évidemment, en fait, je vais jamais arriver à trouver le temps. C'est clair et net puisque tu crées le fait que tu as jamais le temps. Par contre, si à un moment donné dans ta journée, tu dis, et du coup là, on peut avoir, enfin, on pourrait, parler justement des besoins vitaux. OK, bah, en fait, là, j'ai besoin, d'aller faire pipi, par exemple. OK, bah, en fait, je vais créer le temps d'aller faire pipi et puis, bah, en fait, dans ce temps où je fais pipi, je peux aussi respirer. C'est peut-être 30 secondes, mais en fait, c'est 30 secondes où tu as été conscient à toi-même, où tu as été en lien avec toi-même et ça peut être 30 secondes où, tu es là et juste tu inspires et tu expires par la bouche. OK, voilà et ça a juste été un temps avec soi. Donc hem et après, bah, quotidiennement, évidemment que moi, c'est ce que je conseille aussi et que j'ai beaucoup conseillé à des personnes qui me disaient justement: «J'ai pas le temps», c'est de rentrer dans des formes de contemplation instantanée et rapide. C'est-à-dire que, ben, dans la journée, je sais pas, par exemple, voilà, tu as une grosse journée de travail et tout, puis il y a quand même un moment où tu dis: «Bon, bah, je vais aller me faire un café ou je vais aller me faire un thé». Et ben, ce moment-là, où tu vas te faire un café ou un thé, tu rentres en contemplation de l'eau qui coule dans ta tasse, du café qui coule dans ta tasse, de, l'odeur du café qui va se déployer au moment où il coule dans ta tasse, de, la couleur que va prendre la couleur, enfin la couleur que prend l'eau quand tu mets ton sachet de thé et l'odeur qui s'en diffuse. Et là, tu rentres dans une contemplation qui est instantanée et qui te ramène à un instant présent, qui te ramène à un instant où tu es reconnecté à tes sens par la vue, l'odeur, le toucher, et cetera. Donc tu reviens en lien avec toi-même et du coup, tu reviens en lien aussi avec, ce que tu es en train de vivre et de ce que tu es en train de faire, qui répond peut-être à un besoin parce que tu avais peut-être soif ou tu avais juste besoin de voilà d'avoir un petit moment de pause et finalement, pareil pour la clope, parce que, du coup, il y a des gens qui me demandent: «Ouais, comment arrêter de fumer?» blablabla. Bref, bah, en fait, la clope, OK, bah, va dehors, fume, mais sois conscient à quand tu inspires et puis quand tu expires. Et là, tu es en lien avec toi-même, tu es en lien avec ce que tu fais, tu es en lien avec l'instant présent et tu es en lien avec ce qui t'entoure. Et ça, on ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps, c'est pas possible, puisque tout le monde va se faire couler un café, va à un moment donné boire un thé, va aller aux toilettes, va se lever. OK, bah, tu dois aller de ton bureau au bureau de ton collègue. Bah, OK, sois présent dans les 3 pas qui séparent le bureau. Et là, pareil, tu es dans un instant présent, tu es dans tes pieds, tu es en lien avec toi-même et tu es en lien avec ce qui t'entoure. Et là, tu peux pas me dire que tu as pas le temps puisque finalement, pour moi, cette notion de contemplation, instantanée et rapide, c'est revenir évidemment à une forme de pleine conscience, mais c'est aussi revenir en fait à, une méditation active. C'est-à-dire que l'écoute, l'observation et cetera, ça a pas besoin on n'a pas besoin de se poser et d'être immobile. Non, en fait, on peut être présent dans le mouvement, et notamment dans, des trucs qui nous paraissent complètement, banals et auxquels on fait pas du tout attention. Mais en fait, quand tu te lèves pour aller d'un endroit à un autre, bah, si tu es dans tes pieds et dans ton corps, bah, tu es en lien avec toi-même. Et là, tu peux pas dire que tu as pas le temps puisque de toute façon, tu es en train de faire ce que tu dois faire et en même temps, tu as une opportunité que tu te crées toi-même par la conscience et l'intention que tu poses à être en lien avec toi-même et avec ce qui t'entoure. Et ça, du coup, enfin, les personnes qui ont pratiqué ça, à qui j'ai conseillé, hem, bah, ça leur a elles m'ont témoigné, en fait, de comment, tout d'un coup, ça leur permettait dans une forme d'arrêt sur image, d'instant figé où, waouh, elles étaient en lien avec elles et comment c'était devenu, en fait, soutien et pilier dans un quotidien où elles se racontaient qu'elles avaient pas le temps. Mmh. Mmh mh. Tu as parlé beaucoup du lien avec soi et du lien avec ce qui nous entoure. Est-ce qu'il y a comme une interrelation entre ça? C'est-à-dire que plus on développe le lien à soi et plus on développe une relation fluide avec ce qui nous entoure aussi? Alors fluide, je dirais oui, au fur et à mesure, de l'évolution.
parce que, le lien à soi, ça signifie se rencontrer et puis, bah, déjà, c'est pas toujours super fluide de se rencontrer, donc c'est pas toujours super fluide de rencontrer les autres. Hem, donc comment est-ce que déjà, j'arrive moi-même à me rencontrer et à y prendre goût? À aimer me rencontrer pour, finalement aussi, arriver à aimer être en lien avec moi et puis ensuite, me rendre compte que, ben, oui, les autres et l'environnement, c'est souvent un reflet de ce lien à moi-même et donc de mes propres résistances à être en lien avec moi-même et là aussi, comment est-ce que je peux arriver, petit à petit à, à m'ouvrir, à aimer être en lien avec ce qui m'entoure, à y prendre goût, à me laisser toucher aussi par, ce qui m'entoure et du coup à rentrer en relation avec, ce qui m'entoure et se rencontrer, ça signifie aussi, rencontrer, notre environnement et se rendre compte que le terme relation, il signifie interaction et que, il y a pas, de coupure entre, moi et l'extérieur et qu'il y a bel et bien une interaction permanente entre, ce qui est à l'extérieur de moi et ce qui est à l'intérieur de moi et que ces interactions, elles créent des états, des effets, hem et qu'il y a, en fait un lien profond, une dynamique profonde entre, l'extérieur et l'intérieur et que, de croire qu'il y a une coupure entre ce qui m'entoure et ce qui se passe à l'intérieur de moi, de croire que c'est 2 mondes séparés, c'est évidemment, voilà, cultiver une dualité et c'est aussi, cultiver une forme de fuite de la réalité, hein. C'est-à-dire que la réalité, elle est relation et que, bah, évidemment, quand il fait mauvais, je me sens différemment que quand il fait beau. Que quand, voilà, je vais dans un lieu que j'ai choisi, bah, je vais me sentir, forcément, en harmonie avec ce lieu. Alors que quand, bah, je vais devoir aller, à un endroit, par contrainte, bah, je vais pas du tout me sentir de la même façon. Donc évidemment, on peut pas, nier que, l'extérieur est différent de notre intérieur puisqu'il y a vraiment une interaction et une relation permanente. Et là aussi, il y a une notion d'apprivoiser notre environnement et puis, notre extérieur, hem, pour, là aussi s'ouvrir, à ce que ça crée à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça dit de moi? Et puis, comment, bah, petit à petit, effectivement, je peux, m'ouvrir avec plus de fluidité, parce que je me serais occupée de mes résistances, parce que je me serais occupée de mes gardiens, parce que je me serais occupée, de, des, des barrières, qui me coupent, en fait, de l'extérieur. Et puis, pour, m'ouvrir aussi peut-être à des formes, de liens extérieurs qui sont plus fluides. Donc peut-être que aussi dans un premier temps, je peux nourrir déjà ce qui est super fluide pour moi, à l'intérieur de moi. Donc, quels sont les aspects de moi-même avec lesquels j'ai le plus d'affinité? Et puis, aussi avec, du coup, dans mon environnement, où est-ce que j'ai le plus d'affinité, tu vois? Est-ce que c'est aller me promener dehors? Est-ce que c'est, contempler, les arbres? Est-ce que c'est contempler les fleurs? Est-ce que c'est aller marcher à l'océan? Ou d'autres choses? Et déjà juste de cultiver ce lien qui est fluide et puis après peut-être dire: «OK, bah, je vais aussi aller rencontrer les inconforts, des autres liens», pour, m'ouvrir petit à petit effectivement à plus de fluidité et à plus de fluidité avec la vie
et parce que ces liens, ils parlent aussi des expressions du vivant, et qu'en fait on limite, hein, notre liberté à l'expression du vivant, donc du vivant à l'intérieur de nous et évidemment du vivant autour de nous. Donc comment, voilà, je nourris, les liens qui sont déjà fluides, et ça me permet aussi de me rendre compte que ces liens qui sont fluides, c'est certainement des ressources pour moi, et puis, de dire: «Ah ouais, en fait, j'ai peut-être d'autres ressources», et de s'ouvrir aussi à ça. Super, merci, merci pour toutes ces pistes que tu nous offres à travers cet échange. Est-ce qu'il y a un message supplémentaire que tu souhaiterais transmettre à travers cet épisode pour les personnes qui veulent cultiver leur art relationnel? Un message, et ben, écoute, je vais, enfin, moi, le message, que je transmets finalement, enfin, qui me guide moi-même quotidiennement, dans tous mes choix, hein, personnels, professionnels, ma propre évolution, et que je transmets à toutes les personnes que je rencontre et à toutes les personnes que j'accompagne, c'est: «Qu'est-ce qui fait chanter ton cœur que tu peux offrir au monde?» Waouh, j'adore! C'est hyper beau. Je vais je vais me poser la question pour moi. Ouais, c'est une Super super belle chouette. question. OK et ben, écoute Julie, on arrive, doucement à la fin de cet épisode et on a des petites questions rituelles pour toi. Yes. La première, c'est quel est ton rituel préféré? Mon rituel préféré? Bonne question. Mmh, alors, en ce moment, mon rituel préféré, c'est, de me masser le ventre le matin au réveil. Pourtant, c'est pas une zone toujours facile, le ventre. On est bien d'accord. Et ça aussi, c'est un lien à moi-même que où je rencontre mes résistances et que j'essaye de m'ouvrir à la fluidité de ce lien. Est-ce que tu peux nous partager tes projets pour, les semaines, les mois à venir? Alors mes projets, déjà le 1er grand projet qui vient, de prendre vie, c'est, la création de la voix de la présence, qui est finalement, ma pratique, qui est le nom de la pratique que j'ai créée au travers de ces 7 dernières années de pratique d'Ayurveda, et qui parle justement d'une initiation à l'écoute et à la présence à soi. Hem et puis, ce qui découle évidemment de ce projet, c'est toujours la continuité de mes accompagnements individuels que j'aime profondément, puisque ça me permet de pouvoir, co-créer sur mesure, la rencontre avec chacun. Et puis, j'adore la poésie, et j'ai eu, l'idée de créer, ce que je vais appeler la poésie corporelle. C'est-à-dire, en fait, l'écriture d'une poésie pour la personne, en lien avec, sa plus haute valeur, et le mouvement corporel qui lui sera associé, pour pouvoir vraiment intégrer dans le corps, en fait, sa propre poésie et la poésie de son être, la poésie de son cœur. Donc c'est quelque chose que voilà, en fait, que j'ai eu l'idée clairement hier, et moi je le pratique pour moi, déjà depuis quelque temps, et puis je me suis dit: «Ah mais ça va parfaitement avec la voix de la présence», donc ça risque d'être, mon premier nouveau projet, voilà, en complément de mes accompagnements individuels. Et puis pour le reste, pour l'instant j'ai plein d'inspiration, mais je laisse le timing, les créer, les mettre, à jour. Chouette, plein de beaux projets, tu nous tiendras au courant Julie si tu veux. Avec grand plaisir, merci. Et notre dernière question s'appelle l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier? Ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier?
J'aimerais remercier, l'expérience du cycle, vie, mort, renaissance qui est pour moi, en fait, l'expérience, évidemment la plus challengeante et en même temps, celle qui m'a rendue et me rend le plus vivante, dans mon cheminement et dans mon quotidien. Et après, j'aimerais évidemment, remercier, toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, toutes les personnes qui m'ont accompagnée et qui m'accompagnent, hein, toujours puisque, voilà, moi, je me fais quand même accompagner tous les mois depuis 13 ans. Donc j'ai rencontré plein de gens et j'aimerais remercier, voilà, toutes les personnes qui me suivent aussi, qui lisent mes posts. J'aimerais remercier, la nature pour, tout ce qu'elle nous offre en fait quotidiennement, sa beauté. Voilà, sa beauté sans résistance, voilà, sa générosité, en fait, la générosité de sa beauté. Et puis j'aimerais remercier, la grâce divine, le divin et notamment, Gaïa, donc voilà, cette entité, multidimensionnelle qu'est la Terre. Et puis j'aimerais vous remercier vous. Et puis je souhaite aussi me remercier moi-même. Merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous sur le podcast et de partager toute ton expérience, tout ton ressenti avec nous aujourd'hui. Merci Julie. Merci Julie pour ce beau partage. Avec grand plaisir. Merci à vous de m'avoir ouvert la porte de votre podcast. On mettra bien entendu tes coordonnées dans la description de l'épisode pour les personnes qui veulent te rejoindre, qui se sont senties appelées par ce que tu proposes. Et puis, on te souhaite une belle route, Julie. On va se recroiser ici et là. Et puis, on te dit à tout bientôt. Merci beaucoup. Belle route à vous aussi et au plaisir de se revoir bientôt. À bientôt, Julie. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!